J'avais 17 ans, j'étais en retard, et j'étais toujours debout dans notre cuisine parce que le courrier était arrivé avec cet aspect rigide et officiel qu'il avait toujours. Ma mère l'avait laissé tomber sur le comptoir comme si c'était une plaque brûlante et avait dit « Peux-tu juste vérifier ?» avec la même voix enjouée que les gens utilisent lorsqu'ils demandent une minuscule faveur, et non pas lorsqu'ils vous remettent le poids de toute leur vie d'adulte. Je m'appelle Nadia. J'étais une adolescente qui paraissait plus vieille qu'elle ne se sentait, surtout parce que je le devais. Nous vivions dans une jolie maison dans un quartier agréable d'une ville de taille moyenne aux États-Unis, le genre d'endroit où les gens se saluent au panneau stop et jurent qu'ils ne font pas de drame, tout en les collectionnant comme des bons de réduction. De l'extérieur, notre maison semblait stable. Jardin devant, allée pour 2 voitures, un petit parterre de fleurs dont ma mère s'occupait quand elle avait de la visite. À l'intérieur, l'endroit fonctionnait selon une règle silencieuse que personne ne prononçait jamais à haute voix. Si quelque chose devait être fait, cela devenait d'une manière ou d'une autre ma responsabilité. Mes parents adoraient m'appeler la fiable, la mature, la vieille âme. Ils le disaient comme si c'était un compliment, mais cela résonnait toujours comme une description de poste. Ma sœur, en revanche, était sensible, émotionnelle, fragile. Tout le monde la traitait comme une alarme incendie qu'on n'avait pas le droit de tester, seulement d'apaiser. Quand nous étions petites, c'était de petites choses. Les mauvaises céréales, la mauvaise cuillère, le mauvais film, le mauvais siège à l'arrière de la voiture. Ma sœur pleurait, ma mère se précipitait comme si nous désamorcions une bombe, et mon père soupirait comme si la paix était une ressource rare. Si je me plaignais, j'avais droit au discours. Tu es plus forte. Ne commence pas. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Parce que j'étais une enfant aussi. Mais bien sûr, faisons semblant que je suis sortie du ventre de ma mère avec un agenda et un thérapeute. Je n'avais pas les mots pour ça à l'époque. Mais plus tard, j'ai appris le mot que les gens utilisent pour les enfants comme moi. Parentifier. À l'époque, je pensais juste que j'étais utile. Et dans ma maison, être utile était la chose la plus proche d'être aimé. Je peux vous dire le moment exact où c'est passé de « truc de grande sœur » à « ce n'est pas normal ». J'étais au collège, debout sur une chaise dans notre buanderie, essayant de lire un avis de coupure scotché sur la porte parce que ma mère l'avait fourré là comme si c'était une honte qu'elle ne voulait pas regarder. Je me souviens que le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme s'il portait toute une vie d'adulte à l'intérieur. Ma sœur pleurait dans le couloir parce qu'une amie ne l'avait pas invitée à quelque chose. Ma mère faisait des allers-retours avec un verre d'eau et une couverture comme si un chagrin d'amour nécessitait un équipement médical. Et moi, au milieu de tout ça, je me demandais si les lumières allaient s'éteindre. Cela a commencé par de petites tâches. Peux-tu me rappeler le rendez-vous? Peux-tu vérifier si la facture est arrivée? Peux-tu mettre cette lettre quelque part en sécurité? Puis c'est devenu « appelle juste et demande ce qu'on doit ». Puis c'est devenu « peux-tu mettre en place le paiement automatique ?» Comme si les tâches étaient des briques et qu'un jour je levais les yeux pour réaliser que j'avais construit toute la maison. En classe de 4e, mes amis pensèrent que j'étais organisée. Les professeurs m'aimaient parce que je rendais toujours les devoirs en avance. Les adultes me souriaient de cette façon spéciale qu'ils réservent aux enfants qui semblent ne jamais causer de problème. Je ne les corrigeais pas. Je ne pouvais pas exactement dire « je suis organisée parce que si j'oublie un paiement, ma maison se transforme en zone de guerre ». Il y avait des soirs où je faisais mes devoirs sur mon lit avec mon ordinateur portable ouvert sur une dissertation scolaire et une boîte de réception d'email pleine de rappels de factures de l'autre côté de l'écran. Je m'arrêtais au milieu d'une phrase de ma dissertation pour répondre à un message de mon père. « As-tu envoyé cette facture ?» Ensuite, je descendais le couloir, frappais à la porte de mes parents et demandais une signature sur un formulaire scolaire, comme si j'étais leur secrétaire. Parfois, je trouvais ma mère assise à la table de la cuisine avec une pile de papiers, les regardant comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. « Je ne peux pas », chuchotait-elle en se frottant les tempes. « J'ai mal à la tête. » Alors je m'asseyais et je le faisais. J'ouvrais, triais, étiquetais, classais. Je lui disais ce qui était urgent et ce qui pouvait attendre. Je prenais des décisions que je n'aurais pas dû avoir à prendre parce que l'alternative était le chaos. Mon père me remerciait, mais ses remerciements avaient toujours ce sous-entendu de droit acquis. « Bien », disait-il, comme si j'avais fait ce qui était attendu. Et si jamais je lui demandais de gérer quelque chose lui-même, il se vexait. « Pourquoi agis-tu comme si je ne faisais rien ?» claquait-il, même s'il venait juste de me refiler la tâche. Le pire n'était pas les tâches. C'était la façon dont il traitait ma compétence comme la preuve que je n'avais pas besoin de soins. Si j'étais calme, j'allais bien. Si j'étais bouleversée, j'étais dramatique. Si je pleurais, je faisais une scène. Ma sœur pouvait pleurer, et c'était une urgence. Je pouvais pleurer, et c'était une manipulation. Une fois, en classe de 3e,
J'ai fait une dépression complète dans les toilettes, après qu'un professeur m'ait prise à part et m'ait dit « Tu as l'air fatigué ». Je me suis enfermée dans une cabine et j'ai couvert ma bouche pour que personne ne m'entende. Je me souviens avoir pensé « J'ai 16 ans et je suis déjà épuisée ». Cela aurait dû effrayer mes parents, mais je ne leur ai pas dit parce que je savais déjà comment cela se passerait. Ma mère paniquerait un instant, puis transformerait cela en ses propres sentiments. Mon père dirait que j'étais trop sensible. Ma sœur lèverait les yeux au ciel. Alors j'ai ravalé mes larmes et je suis retournée en classe. C'était ma spécialité. Et ma sœur? Elle était récompensée pour être bruyante. Si elle claquait une porte, ma mère appelait cela « s'exprimer ». Si je soupirais trop fort, mon père me disait de surveiller mon attitude. Quand ma sœur oubliait un projet, mes parents lui apportèrent ses fournitures en voiture. Quand j'ai oublié quelque chose une fois, ma mère a dit « C'est toi qui tiens des listes. Comment as-tu pu te tromper ?» Ma mère détestait la paperasse comme certaines personnes détestent les araignées. Elle la voyait et reculait physiquement. Mon père détestait se sentir géré, ce qui était drôle parce qu'il détestait aussi se gérer lui-même. Donc, dès que je montrais la moindre compétence, il s'y accrochait. J'ai appris à trier le courrier et à repérer les enveloppes « dernier avis » avant même que quelqu'un d'autre ne les ouvre. J'ai appris à me connecter au compte et à voir ce qui était dû et ce qui avait été oublié. J'ai appris la différence entre des frais de retard et un avis de coupure. J'ai appris à parler au service client d'une voix qui semblait calme, même quand je voulais hurler. J'ai aussi appris que les gens vous prennent plus au sérieux si vous ne semblez pas pleurer, ce qui est une leçon que je n'aurais jamais souhaité avoir à apprendre. Quand j'étais plus jeune, ma mère se tenait derrière moi pendant que j'appelais des endroits, chuchotant les informations, puis parlait dans le téléphone à la fin pour confirmer « Oui, c'est moi », comme si cela rendait toute la situation moins bizarre. La plupart des appels étaient simples. Confirmer des dates d'échéance, demander l'annulation de frais, mettre en place des dates de paiement. Après le deuxième avis de coupure, ma mère a même mis mon nom sur le compte comme contact autorisé, comme si cela rendait la chose normale. À l'époque, si vous aviez le numéro de compte, l'adresse postale et une voix posée, la plupart des gens à l'autre bout du fil ne posaient pas beaucoup de questions. Je faisais des feuilles de calcul basiques de ce qui était dû et quand. Rien de sophistiqué. Juste assez de structure pour empêcher l'endroit de glisser dans le chaos. Je gardais l'email des factures organisées parce que mes parents agissaient comme si l'ouvrir allait leur faire physiquement mal. Je signalais les échéances, laissais des post-it et envoyais des rappels par SMS à mon père qui l'ignorait jusqu'à la dernière seconde. Ensuite, il se précipitait, stressé, agissant comme si l'univers l'avait pris en embuscade avec des conséquences. Mon père avait une petite entreprise et l'aider ressemblait à séparer les reçus, faire correspondre les factures et envoyer des suivis polis aux clients qui étaient en retard de paiement. Je ne faisais pas les impôts ou quoi que ce soit de compliqué. Je faisais le travail de liaison peu glamour qui empêche la vie normale de se fissurer. Le travail de ma mère était plus dispersé. Rendez-vous, documents, appels téléphoniques. J'empêchais son calendrier de s'effondrer. Je faisais des dossiers. J'écrivais les choses parce que personne d'autre ne le faisait. Pendant ce temps, ma sœur flottait à travers tout cela comme si les règles étaient pour les autres. Si elle voulait quelque chose, c'était présenté comme un besoin. Si elle se trompait, c'était présenté comme du stress. Si je me trompais, c'était présenté comme un défaut. L'argent aggravait les choses. Si ma sœur voulait de nouveaux vêtements, c'était « elle a besoin de confiance en elle ». Si j'avais besoin de quelque chose pour l'école, c'était « en as-tu vraiment besoin ?» Si ma sœur voulait sortir, c'était « elle le mérite ». Si je voulais sortir, c'était « sois responsable ». J'ai appris à survivre en devenant petite, en ne demandant pas, en n'ayant pas de besoin, en ne prenant pas de place. Et j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai essayé l'approche gentille. J'ai essayé l'approche logique. J'ai essayé l'approche « peut-être que si je l'explique calmement, ils comprendront ». J'ai essayé l'approche « je vais juste prendre sur moi ». Ça ne vaut pas une dispute. Chaque approche finissait au même endroit. Ma sœur était apaisée, mes parents étaient à l'aise, et on me disait d'arrêter d'être dramatique. Parfois, le favoritisme était évident. Ma sœur exigeait quelque chose de cher, commençait à pleurer si mes parents hésitaient, et d'une manière ou d'une autre, cela apparaissait en quelques jours. Pendant ce temps, je demandais quelque chose de petit, comme de l'argent pour un événement scolaire. Et ma mère me regardait comme si je lui demandais de me donner un rein. « Tu as un travail ?» disait-elle. Elle aussi, voulais-je dire. Mais ma sœur ne travaillait pas. C'était là le point. Elle ne gérait pas le stress. Elle ne s'en sortait pas bien avec la pression. Elle avait besoin de repos. Elle avait besoin de protection. Elle avait besoin de douceur. J'avais besoin de silence. J'avais aussi besoin de sommeil, mais c'était considéré comme un défaut de personnalité. Au moment où j'ai eu 16 ans, j'avais un travail à temps partiel. Pas parce que nous étions en difficulté,
mais parce que j'avais besoin d'argent qui n'était pas lié à l'humeur de ma mère. Je voulais mon propre compte bancaire, ma propre petite part de liberté. J'ai aussi commencé à regarder l'université moins comme un rêve et plus comme un panneau de sortie. Je n'appelais pas cela une évasion. J'appelais cela un plan, parce que cela semblait plus sûr. Je travaillais après l'école et le week-end. Rien de glamour, juste un travail de personne normale. Je rentrais à la maison avec les pieds douloureux et l'odeur de la vie des autres sur mes vêtements, et ma mère m'accueillait avec « Bien, tu es rentrée », comme si j'existais pour la commodité. Ensuite, elle me tendait une pile de courriers, où elle disait « J'ai besoin que tu regardes le calendrier » ou « Ton père a besoin que tu envoies un email à quelqu'un » ou « Ta sœur est bouleversée. Peux-tu lui parler ?» Lui parler. Celle-là me nouait toujours l'estomac. Parce que parler à ma sœur signifiait absorber son humeur et adoucir les angles pour que mes parents n'aient pas à le gérer. Cela signifiait être sa poubelle émotionnelle. Ma sœur, pour sa part, me traitait comme un service, pas comme une sœur. Elle s'asseyait sur mon lit sans demander et disait « J'ai besoin que tu m'aides ». Et ensuite, quand je disais que j'étais fatiguée, elle levait les yeux au ciel et me traitait d'égoïste. L'ironie, soit dit en passant, pourrait alimenter une petite ville. À peu près à ce moment-là, ma sœur a commencé à devenir plus créative avec sa routine de fragile. Elle faisait des crises pour des projets scolaires, pour des amis, pour des vêtements, pour n'importe quelle petite déception. Elle pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas respirer, et mes parents orbitaient autour d'elle, apaisants, négociants et promettants. Ensuite, ils se retournaient et me criaient dessus parce que je n'étais pas solidaire. Solidaire. Ce mot me fait encore tiquer. Quand j'avais 17 ans, je me suis dit que mon 18e anniversaire serait différent. Je ne demandais pas un défilé. Je ne demandais pas un lieu chic. Je voulais juste une journée où je ne me sentirais pas comme un bruit de fond. Alors j'ai prévu une simple célébration à la maison. Rien d'énorme. Juste une petite réunion, un peu de nourriture, un gâteau, de la musique, une poignée de personnes qui m'aimaient vraiment. Je l'ai planifié parce que planifier était ce que je faisais. J'ai emprunté des chaises pliantes. J'ai fait une liste. J'ai gardé cela petit exprès pour que personne ne puisse m'accuser d'en faire trop. J'ai invité quelques collègues et quelques amis d'école qui avaient vu assez de ma vie pour comprendre pourquoi je gardais ma joie silencieuse. Mes parents ont approuvé instantanément. Pas parce qu'ils étaient investis, mais parce que cela paraissait bien et ne demandait aucun effort de leur part. Ma mère n'arrêtait pas de dire « ce sera si mignon », sur le ton qu'elle utilisait quand elle s'imaginait raconter l'histoire plus tard. Mon père a hoché la tête comme s'il validait un email professionnel. Ma sœur a à peine levé les yeux de son téléphone. J'ai tout fait. J'ai planifié la nourriture en fonction de ce que mes parents approuveraient et de ce dont ma sœur ne se plaindrait pas. Je me suis assurée qu'il y avait quelque chose de joli pour les photos parce que ma mère adorait l'épreuve. J'ai commandé un gâteau dans une saveur que ma sœur prétendait ne pas détester. J'ai nettoyé la maison parce que ma mère se souciait plus de ce que les gens pensaient que de ce que je ressentais. Avec le recul, je réalise que la fête n'était pas vraiment pour moi. C'était une autre performance de « nous sommes une famille normale ». J'étais juste l'actrice principale que personne ne remerciait. 3 jours avant la fête, ma sœur est rentrée à la maison comme une tempête. Elle avait eu un voyage de luxe le week-end annulé, après que son groupe d'amis ait explosé à cause d'un drame. Déception normale pour une personne normale. Dans notre maison, c'est devenu une urgence familiale. Elle a claqué la porte, jeté son sac et annoncé qu'elle ne pouvait pas gérer les gens, et qu'elle avait besoin que la maison soit calme ce week-end-là. Vide, pas de mouvement, pas d'attention sur quelqu'un d'autre. Ma mère m'a regardée avec cette rapide lueur de culpabilité, comme si elle savait déjà ce qu'elle allait faire et ne voulait pas le ressentir. « Nous devrons peut-être nous adapter », a-t-elle dit. « Adapter quoi ?» ai-je demandé, même si je le savais. Mon père a soupiré. « C'est juste une fête. C'est mon 18e anniversaire, ai-je dit, et ma voix a fait ce truc où elle devient trop stable juste avant de pleurer. Ma sœur a tourné sa colère vers moi comme si mon existence était le problème. « Je ne peux pas gérer le bruit en ce moment », a-t-elle claqué. « J'ai besoin d'espace. Et j'avais besoin d'un jour, ai-je dit, avant de pouvoir m'arrêter. Les yeux de ma mère ont brillé. « Ne fais pas ça », a-t-elle averti, comme si j'avais sorti un couteau. « Ta sœur souffre. » Mon père s'est frotté le front. « Ne peut-on pas ne pas rendre ça plus gros ?»« Plus gros ?» Bien sûr. Parce que mon anniversaire était la chose qu'on rendait plus grosse, pas le voyage annulé de ma sœur traité comme une tragédie nationale. Puis ma mère m'a tendu le couteau, comme elle le faisait toujours. « Peux-tu juste appeler tout le monde ?» a-t-elle demandé doucement. « Dis-leur qu'on reprogramme. »« On ne reprogramme pas ?» ai-je dit. Mon père m'a fixé. « Nadia ?» Ma sœur a croisé les bras. « Je n'aurai pas de gens ici, » a-t-elle dit, comme si elle possédait la maison. Et mes parents, comme toujours,
on choisit la voie de la moindre résistance, ce qui signifiait la choisir elle. Alors j'ai appelé mes amis, mes collègues, tout le monde. J'ai essayé d'avoir l'air décontracté alors que mon visage brûlait. Quelques personnes ont été gentilles. Quelques-unes semblaient confuses. L'une a demandé « Tout va bien à la maison ?» Et j'ai menti parce que je ne savais pas comment dire « Ma famille pense que je suis remplaçable. » J'ai mis en boîte les décorations que j'avais achetées avec mon propre argent. J'ai mis la commande du gâteau en attente. J'ai rangé les chaises pliantes. Je l'ai fait silencieusement parce que si je faisais du bruit, ma mère m'accuserait de mettre en scène mes sentiments. Ma sœur avait le droit de taper du pied et de claquer les portes comme si elle était dans un film. J'avais le droit d'être silencieuse et mature. Mon anniversaire est arrivé et la maison est restée calme, comme un musée dédié à l'humeur de ma sœur. Pas de gâteau, pas de cartes, pas même l'effort minimum de faire semblant. La matinée était si normale que cela semblait insultant. Mon père buvait du café et faisait défiler son téléphone. Ma mère faisait la lessive. Ma sœur a dormi tard comme si elle l'avait mérité. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé une tache sur le bois où quelqu'un avait renversé quelque chose un jour et ne l'avait jamais nettoyé correctement. Je me souviens avoir pensé « C'est ma vie. Je suis une tâche que les gens contournent. » À un moment donné, ma sœur a erré dans la cuisine, s'est versé du café et a dit « Désolée pour ton truc. » Mon truc. Comme si mon anniversaire était un rendez-vous qu'elle avait oublié. Ce soir-là, ma mère a essayé de me réconforter sans me réconforter. « Ne le prends pas personnellement, » a-t-elle dit. Je l'ai fixé. « C'est littéralement mon anniversaire, » ai-je répondu. « Tu es intense, » a-t-elle dit. « Ta sœur est fragile. C'est juste un jour. » Cette phrase, « juste un jour », a frappé comme une gifle parce que ce n'était pas un jour. C'était un classement, une annonce publique de ma place dans la hiérarchie familiale. Après mon anniversaire, j'ai fait les gestes mécaniques à la maison pendant quelques jours, et c'était comme jouer la comédie dans ma propre vie. Ma mère me parlait avec cette voix enjouée, comme si en gardant le ton optimiste, elle pouvait prétendre que rien ne s'était passé. Mon père évitait mon regard. Ma sœur flottait comme si elle avait gagné quelque chose et n'avait même pas la décence de reconnaître le prix. J'ai commencé à remarquer de minuscules humiliations que je m'étais entraînée à ignorer. Comme la façon dont ma mère présentait ma sœur aux gens avec une petite étincelle, « C'est mon bébé », puis faisait un geste vague vers moi comme si j'étais une collègue. Comme la façon dont mon père se vantait de ma responsabilité auprès de ses amis, mais si je lui demandais du soutien, il agissait comme si j'étais exigeante. Comme la façon dont ma sœur se plaignait de moi à ma mère dans la cuisine, exprès, assez fort pour que je l'entende, et ma mère laissait juste faire. Cette semaine-là, j'ai fait une promenade dans le quartier la nuit, seule, l'air assez froid pour piquer. J'ai fixé les maisons avec des lumières aux fenêtres et je me suis demandé si d'autres familles étaient comme la mienne, si d'autres filles étaient là dehors portant des vies d'adultes sur leur dos pendant que tout le monde les appelait matures. Je me souviens avoir pensé « Si je reste, je vais me transformer en quelqu'un que je déteste. Je vais devenir soit amère et cruelle, soit engourdie et vide. Dans tous les cas, je perds. » C'est à ce moment-là que le plan a cessé d'être un vague fantasme pour devenir un calendrier. Le lundi suivant à l'école, les gens ont posé des questions sur la fête. Je me suis sentie humiliée à nouveau parce que je devais l'expliquer sans avoir l'air de l'inventer. Et c'est là que quelque chose en moi a basculé de la tristesse à la planification. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai bougé silencieusement. J'ai demandé à une famille en qui j'avais confiance via l'école si je pouvais rester avec eux temporairement. Ce n'était même pas des parents proches. C'était la famille de mon entraîneur adjoint de l'école, des gens qui m'avaient vu grandir sur la touche et avaient remarqué des choses en silence. Ils m'ont demandé combien de temps j'avais besoin, quel était mon plan et quelles limites je voulais. Quand ils ont dit oui, c'était avec des règles et un calendrier. Pas pour toujours, pas nous te sauverons, juste une offre d'aide calme et normale. C'était honnêtement désarmant. J'attendais le piège. Il n'y en avait pas, juste des limites. La chose que mes parents traitaient comme une insulte. Je suis allée à mon travail et j'ai demandé plus d'heures. Mon manager a eu l'air surpris puis a dit oui parce que j'étais fiable. Bien sûr que je l'étais. J'ai rencontré une conseillère d'orientation pour faire avancer mes projets universitaires sans que mes parents ne contrôlent tout. J'ai appris quels formulaires je pouvais gérer moi-même et pour lesquels j'avais besoin de signatures et j'ai commencé à contourner cette réalité comme si c'était un puzzle. Ensuite, j'ai rassemblé ce dont j'avais besoin dans la maison de mes parents comme on rassemble des provisions avant une tempête. Lentement, soigneusement, un article à la fois. Documents. Cartes. Choses personnelles que je ne pouvais pas remplacer. J'ai noté les numéros importants sur papier parce que je ne faisais pas confiance à ma famille pour ne pas me couper mon forfait téléphonique en guise de punition.
Ils auraient appelé ça de la préoccupation, et ma mère aurait pleuré sur combien c'était dur pour elle. J'ai aussi fait une chose de plus avant de partir. J'ai arrêté d'être le système sans l'annoncer. Je n'ai pas mis en place le paiement suivant. Je n'ai pas ouvert l'email de la facture. Je n'ai pas rappelé à mon père. Je n'ai pas suivi l'emploi du temps de ma mère. Je n'ai tout simplement rien fait. J'ai laissé le silence parler. Ils l'ont remarqué vite. Ma mère a demandé où était un document. J'ai dit « Je ne sais pas » et elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Mon père a demandé si j'avais répondu à un email. J'ai dit « Non » et il a froncé les sourcils comme s'il ne pouvait pas comprendre. Ma sœur a commencé à me regarder avec cet air soupçonneux qu'elle avait quand elle sentait qu'elle n'était pas le centre. Quelquefois, ma mère a essayé la manipulation plus douce. Elle venait dans ma chambre le soir, s'asseyait sur le bord de mon lit et disait « Est-ce que tu vas bien ?» d'une voix qui semblait bienveillante jusqu'à ce qu'elle ajoute « Tu agis bizarrement », comme si mon retrait émotionnel était une mauvaise conduite. « Je suis fatiguée », disais-je. « Tout le monde est fatigué », répondait-elle. Puis elle soupirait de façon dramatique comme si c'était elle qui portait le monde. La logistique du départ était laide d'une manière silencieuse. Il n'y a pas eu de scène dramatique avec une valise. Il y avait moi fourrant des papiers importants dans un dossier et le cachant à l'intérieur d'un vieux sac à dos comme si je passais ma propre identité en contrebande hors de la maison. Il y avait moi vérifiant la boîte à gants de ma voiture pour des clés de rechange parce que mon père avait l'habitude de égarer des choses quand il était en colère. Il y avait moi prenant des photos de mes documents sur mon téléphone juste au cas où les originaux disparaîtraient. Oui, j'étais paranoïaque. Non, je ne le regrette pas. J'ai aussi dû faire les trucs embarrassants et pratiques dont personne ne parle. Comme déterminer ce qu'une adolescente qui vient d'avoir 18 ans peut réellement se permettre. Je me suis assise sur le parking au travail pendant ma pause et j'ai écrit un budget au dos d'un reçu. Essence, nourriture, téléphone, frais scolaires, un petit peu économisé pour les urgences. J'ai réalisé que je faisais de la planification financière pour mes parents depuis des années et que je ne l'avais jamais fait pour moi-même. Cela m'a rendue furieuse. La famille d'accueil ne me traitait pas comme un cas social, mais je me traitais moi-même comme telle de toute façon. Je faisais la vaisselle avant que quelqu'un ne le demande. Je passais l'aspirateur. Je pliais le linge. J'étais terrifiée à l'idée de prendre de la place. La mère de la maison m'a prise à part un soir et a dit « Tu n'as pas à mériter ta place ici avec des corvées. Tu dois juste être respectueuse. » J'ai hoché la tête comme si je comprenais, mais mon corps n'y croyait pas. Respectueuse, dans la maison de mes parents, signifiait obéissante. Ici, cela signifiait normal. Je m'attendais toujours à ce que mes parents débarquent. Je m'attendais toujours à ce que ma sœur débarque, en pleurant, exigeant que je répare quelque chose. Je dormais d'un sommeil léger pendant des semaines, comme si mon système nerveux ne faisait pas confiance à la paix. À l'école, les gens ont remarqué que j'étais plus calme. Un ami a demandé si j'allais bien. J'ai haussé les épaules et dit « truc de famille », ce qui est ce que tout le monde dit quand la vérité est trop compliquée pour tenir dans une conversation de couloir. Ma conseillère m'a aidée avec les aspects pratiques. S'assurer que mon inscription ne déraille pas, discuter de la façon de gérer le contact, me rappeler que j'avais le droit de dire non. Je me souviens avoir quitté son bureau et m'être assise dans ma voiture, les mains sur le volant, respirant comme si je venais de courir 1,5 km. Je ne savais pas que fixer une limite pouvait ressembler à du cardio. 2 semaines après mon 18e anniversaire, l'anniversaire qu'ils ont effacé, je suis partie. C'était un samedi matin calme, tôt, avant que quiconque ne puisse me coincer. Mes mains ont tremblé pendant tout le trajet, pas parce que j'avais peur de partir, mais parce que mon corps croyait encore que partir sans permission était mal. Je m'attendais toujours à des sirènes ou à une scène dramatique, parce que mon cerveau était entraîné à croire que faire un choix pour moi-même déclencherait une punition. Rien ne s'est passé. Le monde est resté calme. Ces premiers mois ont été un mélange étrange de liberté et de sevrage. Les gens parlent de déménager comme si c'était cette étape excitante vers l'indépendance. Pour moi, cela ressemblait plus à une désintoxication. Mon cerveau continuait de chercher la panique familière, parce que la panique était normale. La paix semblait suspecte. À la table du dîner de la famille d'accueil, les gens se demandaient comment s'était passée leur journée et écoutaient vraiment les réponses. Personne ne rivalisait pour être le plus blessé. Personne ne transformait chaque conversation en test de loyauté. Je me souviens qu'un soir, le père de la maison a dit « J'ai oublié de payer la facture d'eau ». Puis il a ri, s'est levé et l'a payée. Juste comme ça. Pas de cris, pas de spirale de honte, pas de réunion de famille. J'ai failli laisser tomber ma fourchette parce que je ne réalisais pas que les erreurs pouvaient être gérées. La première fois que je leur ai dit que je pensais aux formulaires universitaires, la mère de la maison s'est assise avec moi et m'a aidée à les trier sans ramener cela à elle. Elle n'a pas dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi », comme ma mère l'aurait fait.
Elle a juste dit « Voyons ce dont tu as besoin ». C'était si simple que cela m'a fait mal. J'ai aussi appris à quel point je ne savais rien de moi-même. J'avais passé tellement de temps à être la réparatrice que lorsque personne n'avait besoin de réparation, je ne savais pas quoi faire de mon temps. Je m'asseyais dans ma chambre et je fixais mon téléphone comme s'il pouvait me donner des instructions. Je commençais à nettoyer parce que nettoyer était plus sûr que ressentir. Je me surprenais à écouter les bruits de pas dans le couloir, me préparant à ce que quelqu'un appelle mon nom sur ce ton qui signifiait « Viens porter mon problème ». Personne n'appelait. J'ai commencé à travailler plus d'heures. J'ai commencé à économiser. J'ai commencé à me permettre d'acheter de petites choses sans culpabilité. Du shampoing que j'aimais, un cahier qui n'était pas l'option la moins chère, une chaise d'occasion pour ne pas avoir à m'asseoir sur mon lit pour faire mes devoirs. J'ai commencé à apprendre ce que c'était que de construire une vie qui ne nécessitait pas une gestion constante des urgences. Ce n'était pas que de l'inspiration. J'ai eu des nuits où mes parents me manquaient d'une manière vague et douloureuse, comme si un pays dans lequel je ne pouvais plus vivre me manquait. Je pensais à ma mère dans la cuisine, à mon père regardant la télévision après le travail, au craquement familier des escaliers. Et puis je me souvenais de mon anniversaire, et le souvenir durcissait en quelque chose de protecteur. Quand la remise des diplômes est arrivée, mes parents ont essayé de tenter un coup classique. Ma mère a envoyé un SMS. « Nous sommes fiers de toi », et j'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Fier, pas désolé, pas conscient, fier. Comme si mes réussites étaient quelque chose qu'ils pouvaient porter. Ils ont demandé s'ils pouvaient venir à la petite cérémonie. La famille d'accueil m'a demandé ce que je voulais. Cette question seule m'a donné le vertige. J'ai réalisé qu'on ne m'avait jamais demandé ce que je voulais de manière réelle auparavant. Alors j'ai choisi quelque chose de simple. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient venir, mais que je ne ferais pas de photos de famille, que je n'invitais pas la famille élargie et que je ne ferais pas semblant que tout était réparé. Ma mère a joué la blessée. Mon père a joué l'irrité. Ils sont venus quand même, parce que les apparences comptaient plus pour eux que le confort. Ma sœur est venue aussi, et elle a passé tout le temps à se plaindre de s'ennuyer. Quand j'ai traversé l'estrade, je n'ai pas regardé mes parents. J'ai regardé la famille d'accueil à la place. Ils ont applaudi le plus fort. Ma gorge s'est serrée, et j'ai dû sourire pour ne pas pleurer sur scène. Ensuite, ma mère a essayé de me serrer dans ses bras pour une photo. J'ai reculé et j'ai dit « Pas aujourd'hui ». L'éclair de colère dans ses yeux a été si rapide que la plupart des gens l'auraient en manqué. Pas moi. J'avais été entraînée à le voir. Ce jour-là m'a appris quelque chose que j'ai porté dans tout ce qui a suivi. Je pouvais me tenir dans la même pièce que ma famille et m'appartenir quand même. Je pouvais dire non en public. Je pouvais survivre à la culpabilité. À la maison de la famille d'accueil, il y avait des règles. Simples. Nettoyer après soi. Prévenir si on est en retard. Ne pas ramener le chaos à la maison. Je les suivais de manière obsessionnelle parce que j'étais terrifiée qu'ils changent d'avis. J'ai proposé de payer un loyer dès que j'ai pu, et ils m'ont dit de garder mon argent pour l'école. J'essayais de ne pas pleurer devant eux parce que je ne voulais pas être un projet. Je voulais juste être une personne. J'ai laissé un mot simple chez mes parents. Je suis en sécurité. Je déménage. S'il vous plaît, ne contactez pas mon école ou mon travail. Je vous contacterai quand je serai prête. Il a fallu exactement 1 jour pour que mon téléphone commence à s'allumer. Les premiers messages de ma mère étaient ceux de la fausse inquiétude. « Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? » Ensuite, cela s'est transformé en le véritable but. « Ce n'est pas ton genre. Rentre à la maison. Nous avons besoin de toi. Besoin. Pas manque. Besoin. » Mon père a essayé le contrôle pratique. Il a coupé l'accès à un identifiant de compte que j'avais utilisé pour vérifier certaines factures, pensant que je paniquerais et reviendrais en rampant. Au lieu de cela, j'ai passé un après-midi misérable à ouvrir mes propres comptes, à déplacer mes dépôts et à tout configurer à mon nom. C'était épuisant, mais cela ressemblait aussi à couper une corde. Il a aussi essayé l'angle « tu es irresponsable », ce qui aurait été hilarant si cela ne m'avait pas mise autant en colère. « Tu ne peux pas juste partir », a-t-il dit au téléphone. « Tu as des obligations. » J'ai presque ri. Obligations. Comme si j'étais son employé qui avait démissionné sans préavis. « Je suis ta fille », ai-je dit, la voix tremblante. « Pas ton personnel. » Il a claqué. Ne réponds pas. C'était là. Pas de l'amour, pas de l'inquiétude, du contrôle. Ma mère a essayé la culpabilité à travers d'autres personnes. Des parents qui me parlaient à peine avaient soudainement des opinions sur la famille. Ma sœur a envoyé « Alors tu nous abandonnes », comme si j'étais son parent. Elle a aussi envoyé un message vocal qui était essentiellement elle en train de sangloter et de dire « Je ne peux pas faire ça sans toi », ce qui aurait pu fonctionner sur moi des années plus tôt. Mais à ce moment-là, cela ressemblait à quelqu'un essayant de me traîner dans une fosse avec une corde faite de larmes. J'ai changé les mots de passe. J'ai retiré mes appareils des comptes partagés.
J'ai mis en place mon propre forfait téléphonique. J'ai bloqué quelques parents. J'ai arrêté de répondre quand les messages n'étaient pas respectueux. Ce n'était pas propre, ce n'était pas facile. Mais c'était la première fois que ma vie m'appartenait plus qu'elle n'appartenait à leur chaos. La première semaine loin a été brutale de petite manière. Je me sentais coupable quand je dînais parce que je ne le méritais pas en résolvant le problème de quelqu'un d'autre. Je me sentais anxieuse quand mon téléphone vibrait parce que mon corps tressaillait encore comme si j'allais être punie. Je ressentais aussi ce soulagement étrange et calme que je ne savais pas comment tenir. Comme si quelqu'un m'avait tendu la liberté et que je ne savais pas où la mettre. À la maison de la famille d'accueil, il y avait des règles. Simples. Nettoyer après soi. Prévenir si on est en retard. Ne pas ramener le chaos à la maison. Je les suivais de manière obsessionnelle parce que j'étais terrifiée qu'ils changent d'avis. J'ai proposé de payer un loyer dès que j'ai pu, et ils m'ont dit de garder mon argent pour l'école. J'essayais de ne pas pleurer devant eux parce que je ne voulais pas être un projet. Je voulais juste être une personne. Pendant ce temps, à la maison de mes parents, l'endroit a commencé à vaciller. Sans moi, mes parents ont essayé d'acheter de l'organisation. Une aide au ménage, quelqu'un pour faire la paperasse. Cela n'a pas duré. Ils n'aimaient pas qu'on leur dise quoi faire, et ma sœur sabotait tout ce qui ressemblait à des limites. Elle se plaignait que la personne la jugeait. Elle cherchait la bagarre. Elle rendait la maison tendue jusqu'à ce que mes parents abandonnent, parce que l'abandon était leur compétence principale. Des factures ont été manquées. Les emails s'empilaient. Les échéances glissaient. Mon père perdait la trace des paiements clients. Ma mère oubliait des rendez-vous et blâmait ensuite le calendrier. J'entendais tout cela de seconde main à travers des SMS qui étaient censés me culpabiliser pour me remettre à ma place. Quand j'ai finalement répondu à un appel, mon père n'a pas dit « Nous voulons que tu reviennes ». Il a dit « Nous prenons du retard ». « Nous », ai-je répété. « Ne sois pas dramatique », a-t-il claqué. « Annuler mon 18e anniversaire n'était pas dramatique » ai-je demandé. Silence. « Nous essayons de maintenir la paix », a-t-il dit. « Et maintenant, vous n'avez pas la paix », ai-je répondu. « Vous avez des conséquences. » Pendant un moment, il y a eu une trêve tendue. Mes parents ont continué d'essayer de m'attirer avec de petits hameçons. « Peux-tu juste me dire quel mot de passe nous utilisions? Peux-tu juste me rappeler quel jour cette facture est due? Peux-tu juste passer et aider pendant 1 heure? » Chaque « juste » était un piège. Si j'en faisais 1, cela deviendrait 2, puis 3, puis ma vie glisserait de nouveau dans l'ancien rôle. Alors j'ai commencé à dire non plus souvent. Ma voix tremblait les premières fois, puis elle est devenue plus stable. Ma mère détestait ça. Elle disait que je changeais, comme si c'était un crime. Quelques mois après mon départ, la première fissure publique a frappé. Ma sœur s'est fait prendre en train d'essayer de sortir d'un magasin cher sans payer pour un sac d'articles. Ce n'était pas subtil. La sécurité l'a arrêtée à l'entrée. Elle a fait une scène. Elle a pleuré. Elle les a accusés de la cibler. Ma mère s'est précipitée, frénétique, essayant de se sortir de là par le charme. Mon père est arrivé en colère et embarrassé, portant ce sourire crispé qu'il utilisait quand il voulait que les gens pensent que tout allait bien. Le résultat le plus simple et le plus réel s'est produit. Ma sœur a eu un avertissement. Mes parents ont payé les articles sur le champ, se sont excusés jusqu'à ce que leur visage leur fasse mal, et le magasin a quand même émis un avis d'interdiction de territoire pour qu'elle ne puisse pas revenir. Pas de grand drame au tribunal, juste de l'humiliation, des conséquences et des chuchotements. Ma mère m'a appelée en pleurant, plus sur le fait que c'était humiliant pour elle que sur ce que ma sœur avait fait. Les gens ont vu, n'arrêtait-elle pas de dire. Les gens parlent. Peut-être qu'ils devraient parler, ai-je dit, avant de pouvoir m'arrêter. La voix de ma mère s'est aiguisée. Si tu étais ici, cela ne serait pas arrivé. J'ai fixé le mur, sentant cette vieille poussée de rage. Si j'étais là, ai-je dit lentement, tu m'utiliserais comme bouclier pour ne pas avoir à affronter ce qu'elle fait. Elle s'est tue un instant, et puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a réécrit l'histoire. Tu es cruelle, a-t-elle chuchoté, comme si mon honnêteté était de la violence. Après l'incident du magasin, l'obsession de ma mère pour les gens qui parlent est passée à la vitesse supérieure. Elle a arrêté de saluer les voisins de la même manière. Elle a commencé à tout surexpliquer. Si quelqu'un demandait « Comment allez-vous ?», elle se lançait dans une longue histoire sur le stress de la vie et sur la pression qu'avaient les jeunes de nos jours. C'était comme si elle pensait que si elle parlait assez, elle pourrait construire un mur avec des mots. Ma sœur, pendant ce temps, agissait comme si toute l'affaire était une attaque personnelle contre elle. Elle disait à quiconque voulait l'écouter qu'elle était ciblée. Elle jurait qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire quoi que ce soit de mal. Puis, dans le souffle suivant, elle exigeait quelque chose pour se sentir mieux. De nouveaux vêtements, un nouveau sac, un dîner au restaurant. Et mes parents, désespérés de la calmer,
et désespérés de s'apaiser eux-mêmes, le lui donnaient. J'ai reçu des messages de voisins que je connaissais à peine, de petits SMS pour prendre des nouvelles, qui ressemblaient plus à de la pêche au ragot qu'à de l'inquiétude. J'ai appris à répondre par 2 phrases puis à m'arrêter. J'ai appris à poser mon téléphone face contre la table et à prendre une douche sans lui. C'était plus dur que cela ne devrait l'être. 1 ou 2 fois, je suis passée en voiture devant l'ancienne maison de mes parents par habitude et je me suis détestée pour ça. Le jardin avait l'air pareil. L'allée avait l'air pareil. De l'extérieur, cela ressemblait encore à de la stabilité. C'est le truc avec les familles comme la mienne. Elles peuvent pourrir de l'intérieur et paraître encore parfaites depuis la rue. C'est à ce moment-là que la guerre narrative du quartier est devenue plus bruyante. Ma mère et ma sœur répandaient leur version à travers les conversations de groupe et les discussions d'allée. Dans leur histoire, j'étais froide, ingrate, jalouse, dramatique. Elles disaient que je m'étais enfuie, comme une adolescente rebelle, ce qui était presque drôle parce que je n'avais jamais été rebelle un seul jour de ma vie. J'avais été obéissante jusqu'à l'effacement de soi. Et oui, les gens ont trouvé mon travail facilement. C'est une petite ville. Ma mère a dit à un membre de la famille où je travaillais parce qu'elle était inquiète. Ce membre de la famille s'est pointé à mon comptoir un après-midi et a essayé de me coincer avec un discours culpabilisant devant les clients. J'ai gardé ma voix basse, j'ai dit « ce n'est pas l'endroit ». Et quand il ne voulait en bas partir, mon patron s'est approché et le membre de la famille a fini par reculer. Le message était clair. Ils étaient prêts à m'embarrasser en public pour me ramener dans le rang. Ce soir-là, j'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran, date, notes. Pas parce que je voulais une guerre juridique, mais parce que j'avais besoin d'une preuve de la réalité quand ma famille essayait de la réécrire. Je ne cherchais pas un juge. Je cherchais ma propre santé mentale. À peu près au même moment, mes parents ont encore jeté de l'argent à ma sœur, l'inscrivant à un programme de carrière, coûteux, qui promettait des résultats rapides. Ma mère le disait comme si c'était un plan de sauvetage. « Cela lui donnera une direction », insistait-elle. Ma sœur a tenu quelques semaines. Elle s'est battue avec les instructeurs. Elle a arrêté de venir. Elle a démissionné. Mes parents n'ont jamais obtenu de remboursement. Ils ont juste arrêté d'en parler. Comme si le silence pouvait effacer l'argent gaspillé. Puis est venu l'effondrement financier, et ce ne fut pas une seule explosion. Ce fut une fuite qui s'est transformée en inondation. Le délitement financier avait un rythme, et je détestais à quel point cela semblait familier, parce que j'avais vu les signes avant-coureurs depuis des années, et personne n'écoutait quand je les signalais. Cela a commencé avec ma mère m'envoyant des SMS le soir. « Te souviens-tu de l'identifiant pour le service public ?» Je fixais le message et sentais mes doigts de me démanger pour arranger ça. Je voulais répondre avec le mot de passe, et un joyeux « voilà », comme l'ancienne version de moi l'aurait fait. Au lieu de cela, je tapais « tu peux le réinitialiser ». Et puis je restais assise là avec mon cœur qui battait la chamade, comme si je venais de commettre un crime. Ensuite, mon père a essayé l'approche plus douce, ce qui était nouveau pour lui. Il disait « je sais que tu es contrarié, mais tu es doué pour ça ». Il faisait sonner cela comme un compliment. Il disait « aide-nous juste à nous remettre à jour, et ensuite nous irons bien », comme si le problème était temporaire et non structurel. La vérité était que, sans moi, ils n'avaient pas seulement perdu une aide. Ils avaient perdu la personne qui remarquait les schémas. Ils avaient perdu celle qui voyait les petites fuites avant qu'elles ne deviennent des inondations. Ma sœur ne remarquait pas les schémas. Elle remarquait les sentiments. Et elle traitait les sentiments comme des urgences. J'ai entendu parler de la première grosse baisse de crédit quand ma mère a appelé, la voix serrée, et a dit « quelque chose ne va pas avec la carte ». « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, sachant déjà. « C'est plus élevé que ça ne devrait l'être », a-t-elle chuchoté. « As-tu regardé les frais ?» ai-je demandé. « Je ne veux pas », a-t-elle admis. C'était là tout le problème en une phrase. Quand mon père a finalement regardé, il a confronté ma sœur, et elle a pleuré, et a dit qu'elle avait paniqué, et qu'elle en avait besoin, et qu'elle allait rembourser. Elle a promis de trouver un travail. Ma mère l'a serré dans ses bras et a dit « c'est bon, bébé ». Mon père a hurlé, ma sœur a crié. Et puis, finalement, mes parents ont remboursé parce que l'idée que leur crédit soit endommagé les effrayait plus que la réalité que ma sœur ne changerait jamais. Sauf que rembourser ne l'a pas arrêté. Cela lui a juste appris le plafond. C'est là qu'elle est devenue plus sournoise avec le compte bancaire. Mon père avait un vieil ordinateur portable qu'il gardait pour la sauvegarde, et il avait encore leur identifiant bancaire enregistré parce qu'il croyait plus à la commodité qu'à la sécurité. Ma sœur l'a utilisé pour transférer de petites sommes sur son compte d'une manière qui ne déclenchait pas la panique tout de suite. Pas de virement énorme, juste assez pour les vider pendant qu'il ne faisait pas attention. Il n'avait pas activé les alertes SMS,
Et mes parents évitèrent de vérifier le compte comme si le regarder pouvait invoquer la malchance. Quand mon père l'a remarqué, il a blâmé la banque. Quand ma mère l'a remarqué, elle a blâmé le stress. Quand ma sœur l'a remarqué, elle n'a rien dit. Et puis, elle les a poussés vers une opportunité, une combine locale d'un ami d'amis qui promettait des retours rapides s'il agissait maintenant. Mes parents voulaient croire qu'elle faisait enfin quelque chose d'intelligent, alors ils ont remis de l'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il s'est volatilisé. Ma sœur a juré qu'elle réparerait ça, puis a pleuré, puis s'est fâchée, puis a dit que tout le monde l'attaquait. Même routine, enjeux différents. Au moment où le recouvrement a commencé à appeler, la voix de ma mère avait changé. Elle avait ce bord cassant, comme si elle essayait de se maintenir ensemble par la tension. Mon père a commencé à rentrer de plus en plus tard. Mes parents ont arrêté de bien dormir. Je pouvais l'entendre dans leur façon de parler. Courte, tranchante, épuisée. J'aurais dû me sentir justifiée. Ce n'était pas le cas. Je me sentais malade. Pas parce qu'ils ne méritèrent pas les conséquences, mais parce qu'une partie de moi souhaitait encore qu'ils se réveillent, avant que tout ne brûle. Oui, cette partie de moi est agaçante. Je sais. Au cours des 6 mois suivants, les comptes de mes parents ont commencé à vaciller. Avis de retard, frais récurrents qu'ils ne reconnaissaient pas, un solde de crédit qui continuait de grimper. Une partie de cela était la carte de crédit. Ma sœur était une utilisatrice autorisée pour les urgences, et elle la traitait comme une allocation personnelle, accumulant les frais et prenant même des avances de fonds. Chaque fois que mes parents la confrontaient, elle pleurait et disait qu'elle en avait besoin, et ma mère pliait comme du papier. L'autre partie était ses petits transferts depuis le vieil ordinateur portable, disparaissant juste après le jour de paie, juste assez pour se fondre dans les frais d'épicerie et les abonnements pour que cela ressemble à une vie normale au lieu d'un vol. Le recouvrement a commencé à appeler. Les frais s'empilaient. Leur crédit a chuté. Mon père a perdu des clients parce qu'il était distrait, en retard, instable. Ma mère a pris des quarts supplémentaires. Ils ont vendu des choses, des meubles, des outils, tout ce qui valait de l'argent rapide. La jolie maison est devenue impossible, et ils ont réduit leur train de vie pour un endroit plus petit dans la même zone parce que ma mère ne supportait pas l'idée de recommencer ailleurs. Quand le déménagement vers un logement plus petit est arrivé, ma mère a essayé d'en faire à nouveau mon travail. Elle a appelé et a dit « Nous devons faire les cartons », comme si le mot « nous » m'incluait par défaut. Elle a dit « Je ne sais pas quoi faire de toutes ces affaires », comme si elle n'avait jamais pris de décision de sa vie. « Engagez des déménageurs », ai-je dit. « Nous ne pouvons pas nous permettre ça », a-t-elle claqué, immédiate et tranchante, puis s'est adoucie quand elle a réalisé qu'elle avait montré son vrai ton. Je veux dire, c'est cher. J'ai failli lui dire, vous pouviez vous permettre beaucoup de choses quand c'était pour elle. Au lieu de cela, j'ai dit, je ne suis pas disponible pour ça. Elle s'est tue, puis a fait le pivot classique. Alors tu vas vraiment laisser ton père se blesser le dos? A-t-elle demandé, comme si mon refus était une menace physique. Mon père, quand il a appelé plus tard, n'a pas demandé d'aide pour l'emballage. Il a demandé que je gère la paperasse, du changement d'adresse, de la mise à jour des comptes, de la mise en place des nouveaux services publics. C'était ce qu'ils entendaient par aide. Pas des cartons, des systèmes. J'ai senti mon vieux réflexe s'enflammer si fort que cela m'a donné la nausée. La partie de moi qui avait été entraînée à prévenir les désastres hurlait « Si tu ne fais pas ça, ils vont tout gâcher. » Et puis la partie plus récente de moi a répondu « Laisse-les gâcher. Laisse-les apprendre. » Alors j'ai offert une chose étroite et contrôlée. Je leur ai envoyé une liste d'étapes dans un message. Changer l'adresse à la poste. Mettre à jour la banque. Mettre à jour les services publics. Mettre des rappels. C'est tout. Pas d'appel. Pas de gestion continue. Pas d'accès à mes comptes. Pas de « juste une chose de plus ». J'ai envoyé la liste et puis j'ai éteint mon téléphone. Ils ont survécu. Pas gracieusement. Pas sans plainte. Mais ils ont survécu. Je suis passée devant l'ancienne maison une fois après qu'elle fut vide. Juste pour me prouver que c'était réel. Le jardin avait l'air trop propre, comme si la maison ne savait pas ce qui s'était passé à l'intérieur. Pendant un instant, j'ai imaginé ma mère prenant des photos des pièces vides, pleurant l'image plus que la vie. J'ai imaginé mon père blâmant tout le monde, sauf lui-même. J'ai imaginé ma sœur se plaignant de devoir vivre quelque part de plus petit, comme si la taille des pièces était ce qui comptait. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne suis pas entrée. J'ai continué à conduire. Ce ne fut pas instantané. Cela ne s'est pas produit en une semaine. Cela s'est produit par étapes, comme regarder un accident au ralenti que vous ne pouvez pas arrêter. Un paiement manqué, puis un autre, puis une lettre, puis une conversation derrière une porte fermée, puis ma mère appelant et disant « Nous devrons peut-être déménager », comme si c'était la météo et non le résultat d'années de laisser faire.
Leur mariage s'est fissuré sous le blâme. Mon père blâmait ma mère de trop couver. Ma mère blâmait mon père d'être dur. Ils blâmaient tous les deux ma sœur en privé, et l'apaisaient ensuite quand elle pleurait, parce que c'était leur addiction. Le cycle. Un peu plus d'1 an a passé dans cette distance tendue. Ma vie est devenue plus stable de ces manières ennuyeuses qui comptent. Je suis passée du canapé à un appartement en colocation. J'ai continué à travailler. Je suis restée à l'école. J'ai commencé à manger le dîner sans avoir l'impression de devoir le mériter en résolvant la crise de quelqu'un d'autre. J'ai appris à dire non sans y joindre d'excuses. Je me sentais encore coupable parfois, mais la culpabilité a commencé à ressembler moins à la vérité et plus à un vieux réflexe. Puis un membre de la famille a envoyé un SMS. « Tes parents veulent parler. » C'est sérieux. J'ai accepté de les rencontrer dans un petit café près du campus. Terrain neutre, public, réunion courte, mes règles. Quand je suis entrée, je ne les ai presque pas reconnus. Pas parce qu'ils avaient l'air extrêmement différents, mais parce qu'ils avaient l'air usés par la réalité. Les épaules de mon père étaient affaissées. Les yeux de ma mère étaient bouffis. Ils étaient assis près l'un de l'autre comme des alliés, ce qui était nouveau. Ma sœur n'était pas là. Nouveau aussi. Ma mère se tenait comme si elle ne savait pas si elle devait me serrer dans ses bras. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je me suis assise. Mon père a dit « Merci d'être venu ». Et j'ai presque ri parce que la politesse semblait étrangère venant de lui. Ma mère a commencé à tourner autour du pot. Embarras, facture, honte, stress. Finalement, mon père l'a dit, brutalement, « Nous avons besoin d'aide. Pas d'amour. Pas de réconciliation. De l'aide. » J'ai pris une respiration. De l'aide pour faire quoi? Ai-je demandé. Ma mère a chuchoté. Nous nous noyons. J'ai laissé le silence s'installer parce que j'avais besoin qu'ils le ressentent. Puis j'ai dit, je ne reviens pas habiter avec vous. Je ne gère pas vos factures. Je ne suis pas votre tampon. Si vous voulez un contact, cela doit être à mes conditions. Mon père a hoché la tête lentement. Ma mère avait l'air effrayée. J'ai exposé les conditions comme une adulte pratique parce que le marchandage émotionnel est la façon dont ma famille piégeait les gens. Réunions courtes en public. Communication respectueuse. Pas de parents utilisés comme messagers. Pas de visite à mon travail. Pas de campagne de ragot dans le quartier. Pas de demande d'argent. Pas d'exigence de urgence. Et, le plus important, arrêter de récompenser les crises de ma sœur. Ma mère a commencé à dire « Elle est en difficulté » et je l'ai coupée. « Elle est toujours en difficulté », ai-je dit. Et d'une manière ou d'une autre, cela devient toujours mon travail. Mon père a demandé « Que veux-tu que nous fassions ?»« Donnez-lui de vraies conséquences », ai-je répondu. « Exigez un vrai travail. Arrêtez de la traiter comme du verre. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « C'est notre fille, et je suis votre fille », ai-je dit, et ma voix s'est brisée malgré mes efforts. Cela m'a fait me sentir comme si j'avais 12 ans à nouveau. Nous sommes restés assis comme ça un moment, tous les trois fixant une table comme si c'était un champ de bataille. Puis l'univers a décidé de tester mes limites immédiatement. Ma sœur est entrée dans le café. Elle s'est glissée sur une chaise comme si elle possédait l'air. Elle n'avait pas l'air fragile. Elle avait l'air agacée, comme si nous la dérangions. « Alors ça arrive », a-t-elle dit. « Je n'ai pas accepté de te rencontrer », ai-je répondu. Elle a levé les yeux au ciel. « Bien sûr que non », a-t-elle dit. « Tu agis toujours comme si tu étais au-dessus de tout le monde. » Et puis elle est allée directement au langage familial. « Alors, tu vas aider ou pas ?»« Non », ai-je dit. « Tu es égoïste », a-t-elle claqué. « Tu nous as laissé gérer tout ça. »« Tu veux dire que tu les as laissés gérer ton désordre », ai-je dit. Et mes mains tremblaient en sous la table. Le visage de ma sœur s'est tendu. Ce n'était pas ma faute. Ils ont enregistré le mot de passe. Ils ont mis mon nom sur la carte. La voix de mon père a coupé net, plus forte que je ne l'espérais. « Arrête !» a-t-il dit. Ma sœur a cligné des yeux comme si elle avait été giflée par le mot. « Tu as causé ça !» a continué mon père. « C'est toi !» Ma mère a tressailli. Pendant une demi-seconde, je l'ai vue jeter un coup d'œil vers moi comme si elle voulait me défendre, comme si une partie d'elle savait que ce n'était pas juste. Mais l'habitude a ramené ses yeux vers ma sœur, comme toujours. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Pendant une seconde, toute la table a retenu son souffle. Puis ma sœur a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a pivoté vers la victimisation et l'argent. « Bien », a-t-elle claqué. « Si tu n'aides pas, peux-tu au moins me donner un peu d'argent juste cette fois? J'ai juste besoin d'un peu pour me remettre à jour. »« Non », ai-je dit à nouveau. Ma sœur a sifflé. « Tu gâches cette famille. » Et c'est à ce moment-là que je me suis levée. La chaise raclant bruyamment, les gens regardant, mon cœur battant comme si j'avais fait quelque chose de mal alors que ce n'était pas le cas. « Ceci », ai-je dit à mes parents, la voix tremblante, est exactement pourquoi j'ai des conditions. Si vous la laissez me parler comme ça, je pars. Ma mère avait l'air paniquée. La mâchoire de mon père s'est serrée, mais il ne m'a pas dit de m'asseoir.
C'était quelque chose. Ma sœur a ricané. Tellement contrôlante. Je ne suis pas contrôlante. Ai-je répondu. Je pars. Et je l'ai fait. J'ai bloqué ma sœur à nouveau. J'ai bloqué ma mère pendant des semaines parce qu'elle continuait d'envoyer de douces excuses comme « elle ne le pensait pas » et « elle souffre », comme si ma douleur était optionnelle. Puis mon père a appelé. Sa voix semblait différente, fatiguée, pas autoritaire. « Nous essayons », a-t-il dit. Il m'a dit qu'ils avaient dit non à ma sœur, qu'elle devait travailler, qu'elle ne pouvait pas vivre avec eux à moins de suivre les règles, qu'elle a crié et est partie, que ma mère voulait la poursuivre et qu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas continuer à faire ça. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais épuisée. Je me sentais triste. Je ressentais un soulagement qui avait le goût du deuil. Au cours des mois suivants, le contact est devenu petit et conditionnel. Appels courts, réunions publiques, limites appliquées comme le code de la route. Ma mère dérapait parfois, je la corrigeais. Mon père était maladroit mais plus stable. Ma sœur apparaissait avec de nouveaux numéros, demandant de l'argent. Parfois, mes parents tenaient un bon. Parfois, ils vacillaient. Quand ils vacillaient, je coupais le contact pour une période déterminée et j'essayais à nouveau. Au début de ma vingtaine, je n'étais plus le système. J'étais juste moi, imparfaite, parfois amère, toujours impulsive, mais vivant enfin une vie qui ne m'obligeait pas à gérer le chaos de quelqu'un d'autre pour mériter de l'oxygène. L'un des derniers tests est venu un mardi au hasard, quand ma mère a appelé d'une voix trop décontractée et a dit « Petite question. As-tu toujours cette feuille de calcul pour les factures? » Ma poitrine s'est serrée instantanément. Vieux réflexe. « Qu'as-tu fait quand je t'ai dit d'engager quelqu'un? » ai-je demandé. Elle a soupiré. « Nous ne pouvons pas nous permettre ça. » « Vous ne pouviez pas vous permettre le programme coûteux que vous avez payé pour elle non plus, ai-je dit doucement. Vous avez choisi où l'argent allait. Silence. Puis le vieil hameçon. Tu es si doué pour ça. Cela nous aiderait. J'ai fermé les yeux. Non, ai-je dit, calme. Je peux te montrer comment mettre des rappels une fois. C'est tout. Ma mère a claqué. Alors tu vas juste nous laisser nous noyer? Je ne suis pas celle qui vous maintient la tête sous l'eau, ai-je répondu. Je ne suis juste plus celle qui vous en sort. 2 jours plus tard, mon père a envoyé un SMS. On a trouvé une solution. Après cette réunion au café, j'ai pleuré dans ma voiture sur le parking, les mains tremblantes sur le volant comme si j'avais à nouveau 17 ans. Je n'ai pas pleuré parce que ma sœur m'avait crié dessus. C'était normal. J'ai pleuré parce que mon père disant « Arrête » avait fissuré quelque chose. C'était la preuve qu'il pouvait voir la réalité quand cela lui coûtait assez. C'était aussi la preuve qu'il avait choisi de ne pas la voir pendant des années. Quand le coup était moi. J'ai conduit jusqu'à mon appartement et j'ai pris la plus longue douche de ma vie, comme si je pouvais laver toute la dynamique familiale. Puis je me suis assise sur mon lit et j'ai fixé mon téléphone, attendant le retour de bâton. Il est venu, bien sûr. Ma mère a laissé un message vocal le lendemain sur ce ton doux et tremblant qui avait l'habitude de me ramener. « Je suis juste... blessée », a-t-elle dit. « Tu as été si dure. C'est ta sœur. » Ma poitrine s'est serrée. Vieux réflexe. Vieille culpabilité. Alors j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai rejoué le message vocal et écouté le contenu, pas le ton. Le contenu était « Elle voulait que j'accepte le manque de respect pour que ma sœur n'ait pas à ressentir d'inconfort. » Comme toujours. J'ai répondu par SMS « Je ne discute pas de cela. Si tu veux un contact, il doit être respectueux. Je prends de l'espace. » Ensuite, j'ai vraiment pris de l'espace. Je n'ai pas décroché quand elle a rappelé. Je n'ai pas répondu quand elle a envoyé un long message sur le fait que les familles pardonnent. Je suis allée travailler. Je suis allée en cours. J'ai acheté des courses. J'ai fait des choses ennuyeuses de la vie pendant que mon téléphone vibrait. Et chaque fois que je ne répondais pas, je me sentais à la fois puissante et terrifiée. Quand mon père a appelé une semaine plus tard, il n'a pas exigé. Il a demandé « Peut-on parler ?» a-t-il dit. Nous avons parlé par petits morceaux. Il m'a dit des détails que je ne connaissais pas. Comment ma sœur était sortie en trombe, puis revenue en exigeant de l'argent. Comment ma mère avait caché de l'argent liquide dans un tiroir juste au cas où. Comment mon père avait commencé à verrouiller l'ordinateur portable dans sa voiture parce qu'il ne faisait confiance à personne dans la maison. Il semblait embarrassé de le dire. Il semblait plus vieux. Il ressemblait à quelqu'un qui réalisait enfin qu'il ne pouvait pas continuer à laisser un enfant brûler la maison pour garder l'autre enfant silencieux. Je lui ai dit que je n'allais pas être leur filet de sécurité. Je lui ai dit que je pouvais les aimer à distance, mais que je ne pouvais pas être consumée par eux. Il n'a pas argumenté. C'était nouveau aussi. Au cours de l'année suivante, nous avons construit quelque chose de fragile. Pas de proximité. Pas de chaleur. Quelque chose qui ressemblait plus à une trêve. Ma mère testait les limites de petites manières sournoises. Elle posait des questions qui semblaient innocentes,
mais qui étaient vraiment des tentatives de me ramener dans la gestion. Quel jour paies-tu ton loyer? Comment gardes-tu une trace des choses? Quelle banque utilises-tu? J'ai appris à répondre vaguement ou à rediriger. Mon père l'arrêtait en fait parfois, ce qui me choque encore quand je m'en souviens. Ma sœur a essayé quelquefois de m'avoir seule. Elle envoyait des messages depuis de nouveaux numéros, puis faisait semblant de tendre la main, comme une personne normale. À la seconde où je répondais, elle pivotait vers l'argent ou le blâme. J'ai arrêté de répondre. Finalement, j'ai appris à repérer son style d'écriture même quand le numéro était nouveau. Oui, ma propre sœur était essentiellement un spam. Le dernier test de limite était presque drôle, d'une manière sombre. Ma mère a appelé et a dit « J'ai une question sur l'application de calendrier sur mon téléphone. » Ma peau a frissonné. J'ai dit « Tu peux le chercher sur Internet ?» Elle a soupiré, dramatique. « Tu es si froide maintenant. » J'ai ri, une respiration brève. « Non, ai-je dit. Je ne suis juste plus disponible pour un accès illimité. » Elle s'est tue, puis a essayé un dernier hameçon de culpabilité. « Et tu avais l'habitude de t'en soucier. » « Je m'en soucie toujours, ai-je répondu. Je me soucie juste de moi aussi. Il y a eu une pause. Et puis elle a dit, toute petite, « Je ne sais pas comment faire ça. » Cette phrase m'a presque brisée. Parce que c'était honnête. Ce n'était aussi pas ma responsabilité de réparer. Alors je lui ai dit une chose qu'elle pouvait réellement faire. Noter les rendez-vous sur papier. Mettre un rappel. Commencer petit. Puis j'ai mis fin à l'appel. Je ne l'ai pas sauvée. Et elle a survécu. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de gratitude. Juste une petite preuve ordinaire qu'il pouvait survivre sans me consumer. Parfois, les gens me demandent « Leur parles-tu maintenant ?» Comme s'il y avait une réponse claire. La vérité est compliquée. Certaines semaines, ma mère peut être presque normale. Elle posera des questions sur mes cours, sur mon travail, et pendant quelques minutes, je peux prétendre que nous sommes juste une mère et une fille ordinaires. Ensuite, elle dérapera et dira quelque chose comme « Ta sœur traverse une période difficile. » Et mes muscles se tendront comme si elle était sur le point de me tendre la corde à nouveau. J'ai appris à remarquer le moment où la conversation se transforme en piège. J'ai appris à dire « Je ne discute pas d'elle » et à changer de sujet. Si ma mère boude, je la laisse bouder. Si elle devient tranchante, je mets fin à l'appel. Si elle envoie un message de culpabilité plus tard, je ne me précipite pas pour l'apaiser. Cela semble froid quand je l'écris, mais c'est la seule façon pour moi de rester dans ma propre vie. Et honnêtement, ma vie est belle. Pas parfaite, pas dramatique, juste belle. J'ai des routines qui m'appartiennent. J'ai des amis qui ne confondent pas l'amour avec l'obligation. J'ai une maison qui ne fonctionne pas sur l'urgence. Aux dernières nouvelles, ma sœur dérivait toujours entre les canapés d'amis, essayant occasionnellement de nouveaux numéros comme une mauvaise habitude. Et mes parents disaient enfin non plus souvent que oui. Notre relation est restée fragile. Des amendes honorables à petite dose. Des limites appliquées en temps réel. Certains mois, nous parlons un peu plus. Certains mois, nous parlons à peine. S'ils respectent les limites, nous avons quelque chose qui ressemble à une famille. S'ils ne le font pas, je disparais à nouveau. Et pour la première fois de ma vie, cela ne semble pas cruel. Cela semble nécessaire.